kadına şiddete karşılık vermemiz gereken bir gün biliyorsunuz. Burada bu kadar kadını görmek beni gerçekten bir kadın çalışan olarak, sektörün bir kadın çalışanı olarak çok mutlu ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini her yerde uygulamaya çalışıyoruz ama bunu ancak biz hep beraber başarabiliriz. Bu ülkeye çok büyük katkı sağlıyorsunuz aslında yaptığınız tasarımlarla. Tekstil ve konfeksiyon tabii ülkenin en önemli sektörleri. Bu sene 30 milyar dolar civarında bir ihracat yapıyor olacağız. Tekstil onu bunun, konfeksiyonda 20'sini yapıyor olacak. 2 milyona yakın çalışanımız var bu iki sektörün. Kadın istihdamında gerçekten çok güçlü sektörler bunlar. Kadın girişimcilerin de daha fazla olduğu sektörler olmasını istiyoruz. Daha zirveye taşımak için sektörlerimizi açıkçası. Türkiye ancak tasarımla, katma değerli ihracatla ve üreterek bu krizlerden kurtulabilir ve bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. O yüzden ben vakit ayırıp burada bizlerle olduğunuz için, Pascaline'i dinlemeye geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Koştura koştura da geldim, zaten sizleri beklettim zannettim ama çok da geç kalmamışız. Yavaştan seminerimize başlayalım arzu edeyim. Bir de Pascaline de a warm welcome. Pascaline, it's so nice to see you after such a long time. And it's nice to see you in person because all this time passed with Zoom meetings. But it's so nice to see you here. Ah, Atıl, merhaba, hoş geldin. Everyone is so eager to pick your brains on designs and Pascaline'i Premier Vizyon'dan tanıyorsunuzdur birçoğunuz diye düşünüyorum. Senelerce ürünlerimizi gönderdik o kurula, işte o kurulun, herkesin konuştuğu bir kurul vardır ya, PV, kim seçiyor bu firmaları? İşte o kurulun en baş sütunlarından biriydi uzun süreler Pascal'in. Şu anda da bizle fikirlerini ve tasarımla ilgili görüşlerini paylaşıyor olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Umarım çok keyifli bir seminer olur arkadaşlar. Merci beaucoup, Pinar. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour vous présenter les tendances matières et modes du printemps-été 23. En quelques mots, je me présente. Je suis Pascaline Wilhelm, de formation designer textile et ancienne directrice mode du groupe Première Vision J.L. Evans, qui est un créateur de salons de l'amont de la filière mode en France et à l'international. J'ai eu beaucoup de chance d'y diriger une équipe talentueuse mode et de participer activement à faire de Première Vision un véritable acteur de la mode internationale. Aujourd'hui, j'ai fondé l'agence de conseil PW New en prospective mode, matière et événements culturels basés à Paris. Et mes clients actuels sont des industriels du textile, des marques de mode et des regroupements professionnels régionaux et internationaux en besoin d'expertise mode, de création d'événements artistiques et de stratégie d'entreprise, produits et images. En parallèle, j'assure actuellement le développement du programme. Ah, il y a un petit problème de son, peut-être. Non, ça va. Du programme universitaire ENAMOMA, un master mode et matière qui est lié à la transition écologique et sociale au sein de la prestigieuse université de PSL, qui est classée dans les meilleures internationales, justement pour former les futurs acteurs du changement de la mode internationale. Et je suis très fière d'y participer.
Alors, est-ce que je vais attendre peut-être que les gens reviennent? Ok, désolé. Mais en tout cas, du coup, je vais en profiter pour vous prendre en photo parce que je trouve que c'est formidable d'être là avec vous. Oh, c'est super. Et en tout cas, c'est vrai que je suis très très contente d'être à Istanbul parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas voyagé et comme certains d'entre vous le savent, c'est une région que j'aime particulièrement et je trouve que c'est très énergisant d'être ici à Istanbul et de voir toute cette industrie formidable qui a une vraie énergie. Je trouve que c'est très, très fort d'être là. Voilà, je suis contente. En vrai. Oui, là, c'est bon. Ok. Ok. Donc, je vais vous parler donc du printemps-été 23, bien sûr, mais aussi de son contexte, avec beaucoup de choses en fait qui ont changé aujourd'hui, les temporalités des saisons, les tendances de mode et la manière de les construire, les références des ventes, l'absence de data, beaucoup de choses qui poussent les marchés aujourd'hui à explorer de nouvelles méthodes. On a donc, avec mon équipe d'experts, travaillé pour vous présenter les tendances de mode en 4 parties, avec des highlights en fin de présentation, avec une mise en lumière de choix d'évolution sociétale qui impactent la mode et qui induisent des développements produits textiles et accessoires spécifiques. Donc une présentation en 4 axes où on va vous parler d'humain, de digital, de couleur, bien sûr, extrêmement important, et puis d'avenir, comment se projeter aujourd'hui. Donc, vous parlez d'humain, l'humain qui est mis aujourd'hui au cœur des préoccupations sociales et voir quelle est sa nouvelle place, comment se situer aujourd'hui et démarrer ces tendances mode avec cette notion d'humaniser qui est un vrai optimisme pour nos métiers de la matière. Ces quelques longs mois de pandémie ont donné conscience en fait du besoin essentiel de matérialité, du besoin d'échanger, de toucher, de se parler, de sentir, de s'embrasser. Vous-même, vous avez expérimenté dans le business beaucoup d'échanges digitaux, formidables, fantastiques, mais pourtant ce plaisir de partage, il n'a pas la même qualité, il ne remplit pas toutes les cases du choix final d'achat. Pour les tissus et les cuirs en tout cas, c'est sûr, mais nous allons y revenir. Humaniser, c'est une quête qui s'exprime aujourd'hui avec beaucoup plus de passion, un vrai besoin de prendre soin de l'humain aujourd'hui, et dans nos métiers, ça va impliquer forcément de parler davantage de bien-être dans les produits, de parler des gens qui nous aient fait, de parler de vous, et de réfléchir comment créer des tissus et des vêtements dans lesquels les gens seront bien et se trouveront beaux. Surtout, ça c'est extrêmement important. Au niveau des produits, on va donc travailler des bricolages un petit peu sophistiqués, donner tout son sens au fait main, dans son approche sensible, dans l'esprit craft, un petit peu comme cet escalier, où on prend tout l'espace. Travailler des carreaux et des rayures dans un esprit fait à la main, comme quand on est au téléphone et qu'on fait des dessins automatiques, des répétitions craft, primitives. Si vous voulez, on vous enverra un récapitulatif de la présentation. Ne perdez pas le temps à prendre les photos. Vous aurez ça sera mieux en vrai, si vous voulez bien. Donc on va travailler des dessins superposés dans un esprit street art avec une légèreté de ton et de taille, des dessins
parfois disproportionnés, très grands et très petits en même temps. Des dessins hauts très levés qui montrent des imperfections sensibles, certaines bavures, dérapages ou ratures, des dessins où on laisse vraiment libre cours à la trace, au geste, à l'évolutif du fait main qui donne une humanité au dessin et aux broderies. Humaniser, c'est parler du respect et des fondamentaux de nos métiers. Aujourd'hui, les médias et les politiques parlent du textile en pointant les aspects négatifs de la pollution, du non-respect des droits sociaux. Les critiques sont, bien que souvent fondées, sont très sévères, en fait, aujourd'hui, par rapport à nos métiers. Le monde et la mode, elle n'a pas du tout bonne presse aujourd'hui, et c'est un moteur avec lequel il faut agir pour nos avenirs. Enfin, je crois qu'il est vraiment temps aujourd'hui de parler plus fort de la justesse des métiers, de rendre réels les process de fabrication qui sont propres, et je sais qu'ici en Turquie vous êtes très actifs. Et aussi, il y a toujours des humains derrière toute cette chaîne de fabrication. Et l'histoire du textile, elle est absolument formidable par rapport à ça. Et l'histoire du textile turc, elle est riche, elle est ancrée dans l'histoire depuis les routes de la soie, la multiculture textile entre les savoir-faire de la laine, de la soie, du coton, de l'indigo. Vous avez un passé qui est très riche et qui apporte de nombreuses ouvertures justement pour ouvrir les nouveaux chapitres de l'histoire du XXIe siècle. Et c'est vrai que les routes qui relient la Turquie au reste du monde, elles sont nombreuses et extrêmement innovantes. Aujourd'hui, on se rend compte que les savoir-faire, ils intéressent. La curiosité du public par rapport à leurs vêtements, elle est indéniable aujourd'hui. Il y a de nombreuses initiatives qui jalonnent les parcours clients, qui incitent les marques à davantage de solutions bienveillantes. On voit, c'est vrai, fleurir plein d'initiatives très sympathiques qui mettent en scène des gens dans les usines qui indiquent qui a fabriqué leurs vêtements. Et on a envie de vous encourager aussi à vous mettre en scène, à parler sur les réseaux, à parler dans la presse, car c'est vrai que plus le grand public sera sensibilisé sur la fabrication respectueuse de la création, plus nos métiers et la valeur des produits qu'on peut créer sera valorisée, sera concrétisée, si on arrivait à ce que le grand public prenne vraiment conscience chaque matin quand il s'habille que vous avez fait tout ça pour qu'il soit beau, pour qu'il soit habillé, on aurait, je crois, beaucoup de chance et ce serait formidable. On va donc travailler des produits où le fil est visible, où on va montrer les fibres et leurs magnifiques irrégularités. On va donc beaucoup travailler le lin, le chanvre, les cotons irréguliers, leurs particularités visuelles, bien sûr, et travailler beaucoup les touchés. Travailler des touchés aimables. On va éviter les touchés secs cette saison, vraiment d'une manière importante. On va laver, on va casser mécaniquement les fibres dans des tumblers pour leur donner le confort, quelque part, des draps de nos grands-mères qui ont été lavés à l'infini et qui sont toujours en parfait état. On va travailler des fils avec des grosseurs généreuses qui portent en eux la notion de durabilité. On sent des tissus costauds, voire travailler des poids un petit peu plus lourds où la richesse de la matière fait vraiment sentir s'impose comme une valeur. Des tissus et des mailles qu'on va venir, pourquoi pas, orner de broderies, par exemple, comme ici cette surveste confortable et un peu agrandie. Des tissus à utiliser aussi avec un travail d'assemblage, de jeux de teintes naturelles, travailler des jacquards, travailler des imprimés qui s'inspirent des coutures et des assemblages. Ici, on a des jacquards avec un esprit un petit peu ameublement et des jeux de texture et de couture qui donnent un esprit un petit peu workwear
à travailler au féminin comme au masculin. Des fils teints un petit peu plus sophistiqués aussi pour des tissus plus légers qui vont être prêts à travailler, à être tissés par exemple, des unis, des carreaux avec des couleurs chaleureuses, une optique un peu joyeuse quand même dans la mode, naturelle et qui n'est pas nostalgique. Avec le lin qui est quand même la fibre éco-responsable par excellence, qui s'affiche cet été avec un signe authentique qui s'adapte vraiment aux besoins contemporains. Il est utilisé dans son côté extrêmement moderne. On va travailler sur la durabilité, qui est une notion bien sûr ultra importante, ce n'est pas qu'un ressenti, c'est un travail de qualité à réfléchir, à construire cette saison avec des produits d'apparence peut-être un petit peu plus simples, des produits avec des touchés et des visuels qui sont évidents, qui sont reconnaissables, un peu comme la perception d'un carton, la perception d'un papier, des choses que le grand public comprend. Donc des produits solides, des produits durables. On va travailler avec des cotons denses ou des mélanges avec des polyamides recyclés par exemple, ici qui sont simplement lavés, pas ultra repassés. Des visuels qui sont faussement simples à travailler en dentelle ou en maille avec des touchés de caractère, s'inspirer des caviar, des tressages. Ici, un exemple du merveilleux travail de l'artiste Jeanne Viscéral qui travaille des vêtements un petit peu manifestes à partir d'un seul et même fil, sans gaspiller aucune matière. Ensuite, dans l'humain, il y a la notion de particularité. La particularité qui est très puissante, et l'idée de la mode a une chance incroyable de ne pas avoir d'impact politique à mener, on va dire. On constate aujourd'hui avec vraiment beaucoup de joie que la mode prône enfin la différence. Les défilés montrent enfin des corps non standards, des couleurs de peau, de taille, de sexe. La mode, elle devient actrice de l'inclusion et répond avec charme, avec beaucoup de différences des genres, de différences physiques. La mode, elle s'installe aujourd'hui comme un porte-drapeau de la tolérance, de l'acceptation, de l'exception et du non-standard. Et on est vraiment très content parce que c'était pas comme ça avant. En tout cas, c'est une aventure qu'on aime particulièrement bien, on vous l'avoue, car c'est vrai que les standards de beauté ont régi pendant des années la maigreur, la blancheur. Aujourd'hui, c'est fini et on trouve que c'est vraiment intéressant de montrer toutes ces hybridations et on n'en est qu'au début et ça va nous permettre de travailler un grand nombre de développements aujourd'hui. Excusez-moi. Et c'est vrai que dans cette mouvance, il y a quelque chose qui se crée, il y a des nouveaux designers qui apparaissent, il y a des choses, on parle beaucoup de l'Afrique par exemple, il y a une nouvelle émergence de nouveaux designers, de nouveaux artistes, il y a une place aux femmes qui est enfin mise en avant et on en est très content, mais il y a aussi un phénomène dans le business qui est importante, c'est qu'on va redimensionner les tailles des collections, par exemple. Pardon, il y a une vraie tendance à réduire les choses, à parler de choses plus petites, à se pencher sur des initiatives qui sont plus confidentielles, plus locales, plus humaines. C'est vrai qu'on a envie d'être plus près du besoin des consommateurs, d'être à l'écoute pour produire mieux, produire probablement moins. Il y a une histoire d'échelle qui est en train de se passer. On parle beaucoup de déconsommation. L'idée, c'est de ne pas arrêter de produire. C'est hors du temps, mais c'est de réfléchir à adapter, à relier davantage le monde. On voit par exemple que les grandes chaînes de distribution
Elles inventent aujourd'hui de nouveaux noms et de nouvelles marques pour morceler leur offre, être moins frontale par rapport aux critiques, aux évolutions du marché. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut aussi qu'on travaille quand on produit des tissus et des mailles, et des cuirs et des vêtements. Au niveau des produits, c'est vrai que ça va avoir des impacts créatifs, entre autres comment être personnalisable, comment être transformable. Il y a une idée d'ajuster les vêtements qui est importante aujourd'hui, que ce soit au niveau des formes, au niveau des tailles, comment on s'adapte aux filles et aux garçons, comment on s'adapte aux grands et aux petits, mais aussi dans les produits, avec un premier axe d'adaptabilité. On va parler avec des stretchs respectueux, on va créer avec des élastanes recyclés par exemple, on va s'intéresser aux produits qui sont cloqués, ajustables et volumineux, qui s'adaptent aux différents corps. En confection, on parle beaucoup de travail sur les coupes en biais, qui permettent aussi de ne pas utiliser de stretch et donc d'être plus facilement recyclable aussi. Ça, c'est dans l'éco-conception, c'est quelque chose qui est intéressant à réfléchir. Et puis des mailles, tout ce qui parle du wall garment, glamour et sportif, comme AZ Factory. Et là, on a un testament visionnaire d'Albert Elbaz qui était absolument formidable par rapport à ça. On va assumer la différence, c'est aussi assumer la diversité des corps, et on voit poindre un phénomène important qui est le retour au montré après des saisons d'oversize vraiment très très importants où le corps était complètement gommé, ni féminin ni masculin. Les corps aujourd'hui se remontrent un petit peu quand même, se dénudent dans leur non-normalité, et c'est assez intéressant. En tout cas, il y a un côté revendicatif par rapport à ça, dans cette mode-là, une attitude un peu combative, en tout cas très engagée sur la non-standardisation. Donc on va travailler des tissus second peau qui vont justement permettre de montrer les formes, un vrai travail sur comment montrer les corps avec des ouvertures, des trous, un grand travail sur la maille, le sur-mesure bien sûr, qui fait la part belle au zéro déchet. Comment tout utiliser dans le vêtement, le faire vivre avec les formes. Et dans cette ode à la différence, on va travailler des visuels plus ethniques, s'enrichir des différentes cultures. C'est vrai qu'on ne voyage plus depuis 2 ans. La culture et les visuels sont devenus prédominants. On va donc regarder avec des yeux vraiment neufs et bienveillants pour un enrichissement tout à fait formidable. On va se laisser séduire par les street art et leurs influences africaines, mêlant les techniques avec un talent, on l'admet, absolument incroyable, qui va mêler par exemple les aplats et le photographique pour faire des dessins chatoyants, jouer avec des couleurs franches et des détails fantaisie, des associations d'unis et d'effets de matière pour créer, comme ici, des scénettes du quotidien qui deviendront des narrations peut-être sur les vêtements, sur des chemises extrêmement larges, flottantes par exemple. On va jouer avec des effets de matière qui nous amènent à travailler des effets brouillés avec des imprimés ou des broderies qui créent des effets chinés. On a des franges, des cordelettes de couleurs différenciées qu'on va venir appliquer sur des parties de vêtements, par exemple, des lassages particuliers, de personnalisation sur les chaussures qui sont très importantes aussi, des effets de délavé qui sont associés à des surfaces pleines et denses qu'on retrouvera de manière forte en jeanswear et en casual wear, par exemple. Ensuite, dans cette quête plus ouverte de différence, c'est dans ce corps qui assume et se montre, ou en tout cas
qui veulent se cacher de moins en moins, on va dire. On voit poindre des envies de revendication là un petit peu plus fortes, plus extrêmes. Il y a une vraie idée de se théâtraliser, influencé par les réseaux sociaux bien évidemment, avec des vraies exagérations. Il y a un truc où ça dépasse un petit peu les limites. Ici, on a le travail de l'artiste Pamela Council qui a fait une performance à New York avec une œuvre construite avec 350 000 ongles synthétiques. Donc elle a fait un travail incroyable avec cette idée des faux ongles. Et c'est vrai qu'un petit peu comme tout phénomène revendicatif, il faut parfois parler plus fort pour se faire entendre. Et on voit apparaître après des mois de restrictions des envies hallucinantes de fêtes, de drôleries. À Paris, en tout cas pendant la Fashion Week, il y a eu des fêtes absolument incroyablement sympathiques et drôles. On va voir ce que ça donne, on espère que ça sera en tout cas un phénomène qui va permettre de retrouver un bien social, en tout cas des idées de mise en scène de soi, avec justement avec ces excès, les tendances du maquillage aujourd'hui sont absolument incroyables. On a ces ongles excessifs au féminin comme au masculin d'ailleurs. On voit beaucoup d'hommes qui ont du vernis à ongles aujourd'hui. On a des contrastes entre l'opaque et le transparent, mais aussi dans les proportions des silhouettes. C'est en train de changer. On retrouve des tailles basses, des mini-tops, des mini-jupes. On a cet esprit lingerie qui revient dans la mode et qui est important. Aujourd'hui, il y a dans ce côté revendicatif, on montre son corps et on montre ses idées. C'est un peu un pied de nez à l'ennui, à la standardisation qui est importante et qui va nous permettre de travailler des structures, des produits un petit peu spectaculaires, que ce soit avec des gaufrages, des perles ajoutées, des applications. Ici, c'est donc le travail de Pamela Council avec ses ongles, mais qui sont très inspirants par rapport à des applications. À des jacquards aussi pour travailler des matelassés d'été avec des produits volumineux, structurés, mais qu'on essaye bien sûr de ne pas alourdir les tissus évidemment. Des structures géométriques qui sont contrariées d'impressions placées, personnalisées, ou alors des motifs évolutifs, un petit peu comme ici, qui viennent surligner et exagérer les volumes naturels des corps. Et puis aussi, dans le côté spectaculaire, on a très envie de suivre ces hybridations joyeuses, des survolumes, des volumes qui semblent improbables, un petit peu aléatoires, des formes soufflées dans les jupes, les épaules, les manches, qui se travaillent ici chez Patou, chez Vera Wang ou Lou Tuel, dans des registres différents qui vont comme du grand soir qui s'invite au quotidien avec humour et avec des contrastes entre soirées sportswear, mat et brillant ou uniformément colorisés et mat. Des tissus qui invitent à chercher donc, ces nouvelles proportions dans les vêtements grâce à des tissus qui sont très précis, qui jouent sur des densités très fortes. Des tissus très contexturés, avec des fils fins qui craquent, qui font du bruit, qui sont anti-silence, on va dire. Un travail sur la brillance, très importante aussi, avec des fils cristal, des glosses, des brillances très fortes, des calendrages à chaud, des chintz tout à fait impeccables, des inductions aqueuses, un petit peu mouillées, des organzas et des satins qui sont très denses en fait, des tissus de fête qui captent vraiment la lumière et qui vibrent au moindre mouvement. Ensuite, en deuxième axe, ces excès nous emmènent bien évidemment
vient naturellement vers le digital. Et les immenses développements actuels qui nous poussent à nous demander comment nous habiterons dans ces nouveaux horizons, comment on va s'habiller dans les futurs univers des métaverses, c'est un vrai sujet. Alors c'est un sujet qui est gigantesque, évidemment, et on ne va pas en détailler les implications aujourd'hui, mais il est intéressant quand même d'en pointer quelques éléments d'actualité qui nous lient vraiment à la mode. Le digital, c'est par exemple les data, des groupes de distribution de mode qui permettent de faire un marketing très ciblé et dont nous avons vu la fragilité terrible lors de cette pandémie, où les référents sont devenus en quelques semaines complètement illisibles et tout à fait hors sujet, car ils sont sortis des habitudes dans les comportements d'achat. Ça, c'est une chose qui nous apprend quand même beaucoup. Ensuite, le digital, c'est reproduire le réel en version immatérielle, évidemment, donc en image fixe ou en mouvement. Or, jusqu'à présent, dans le textile, la digitalisation, c'était un bien pâle reflet de la réalité. Hein. Les illustrations 3D des textiles en vêtements ne servaient que les standards et pouvaient être efficaces que pour des domaines précis comme les maillots de foot par exemple, où là c'était facile parce qu'il n'y a pas de différence de comportement. Ces outils permettent pas bien quand même encore aujourd'hui à créer de la mode, où le comportement, les reflets, les touchés sont tellement liés et tellement force de création et de nouveauté, mais quand même ça avance. Il ne faut pas dire que c'est pas bien tout le temps, c'est en train d'arriver. Alors ça mettra peut-être encore quelques mois ou quelques années, j'en sais rien, mais en tout cas ça avance et ça va nous permettre très certainement de créer demain des nouveaux produits textiles et on est en appétit de ces créations. Et puis ce qui est passionnant aujourd'hui avec le digital et ses relations avec la matière et le concret, c'est les avancées des NFT, les jetons non fongibles qui sont extrêmement importants et qui ont démarré dans l'ère numérique, qui ouvrent des développements, mais tellement formidables sur la traçabilité et la transparence des produits, et surtout sur leur identité créative et leur propriété intellectuelle qui est indéfectible. Par exemple, on se souvient tous de la première vente de Nyan Cat qui a été vendue 425 000 € en quelques minutes. Ça ouvre des champs assez intéressants. Aujourd'hui, on crée un produit physique et directement son double numérique avec son NFT propre. On voit donc une création de valeur et d'identité, une traçabilité qui est infaillible et qui peut permettre de mettre en place des expériences exclusives destinées aux acheteurs de tel ou tel produit, de leur donner des exclusivités, de leur donner des informations propres, des ouvertures vers d'autres produits particuliers, etc. C'est vrai que le digital, ça a passé un cap grâce à la pandémie. C'est plus seulement le vilain copieur et le mauvais copieur, c'est celui qui donne la propriété au réel. Quand vous achetez un sac, vous achetez son NFT avec. Et ça va vraiment changer le monde de la mode, quoi, et ça va changer le monde de la copie. Et j'avoue qu'on n'aurait pas parié sur ce lien-là si vite. Et franchement, c'est super intéressant. Ça ouvre des portes absolument fantastiques par rapport à nos métiers. On va savoir que le tissu créé par vous, votre entreprise ici, elle vient bien de chez vous et qu'elle n'arrive pas d'un pays plus loin. On va reconnaître le fil, on va reconnaître le tissu, on va reconnaître le vêtement, on saura d'où viennent les choses. Ça va changer notre monde du textile d'une manière fondamentale et pour l'instant c'est très optimiste. En tout cas, moi j'ai envie de l'être. Voilà. Et puis quand même, dans les autres avantages de ces NFT, c'est que ça va nous permettre de parader dans le réel, mais aussi dans les mondes parallèles des métaverses.
Et ça, c'est super intéressant. Le réel, il rentre dans l'irréel. Le fantastique, les jeux les jeux vidéo, etc. Et ça devrait aller extrêmement vite. On a vu Facebook s'appelait Meta et proposer plus de 10 000 emplois, ne serait-ce qu'en Europe, pour créer des mondes parallèles. Les marques de mode sont elles aussi de plus en plus impliquées. Vous avez tous vu les interprétations des Simpsons chez Balenciaga, Vuitton dans Fortnite, Dolce & Gabbana, Moncler, qui génèrent déjà de très beaux chiffres d'affaires. Maintenant, tout ça par rapport à notre quotidien, comment construire avec ces éléments, comment, quand on fait du fil, quand on fait du tissu, quand on fait du vêtement, qu'est-ce que ça implique? Quel pont pouvons-nous élaborer entre le réel de développement des collections, comment passer de l'inspiration au concret? On a essayé d'imaginer plusieurs étapes possibles. D'un côté, on pourrait imaginer faire des mini-collections destinées aux collections digitales, justement, et créer des textiles et des accessoires destinés à être téléchargés, de manière à permettre aux stylistes de créer des vêtements virtuels qui sont au plus proches du réel et leur permettre de basculer avec des vrais prototypes de collections, avec des vrais zips, des vrais boutons, des vrais tissus, des vrais cuirs, des vraies broderies, quand le succès du virtuel sera suffisamment probant. Les stylistes, aujourd'hui, il y a des stylistes qui font des collections que pour les jeux vidéo. Donc, si on les aide à construire des vêtements avec des vrais produits, quand ça va balancer sur le réel, on a peut-être une chance d'être là au bon moment, d'être présent sur toute la chaîne du réel et du digital. C'est vrai qu'on n'en est qu'au début de ces allers-retours entre le réel et le digital. Vous avez vu la magnifique collection de Jonathan Anderson chez Loewe. C'est un exemple à l'inverse. C'est le réel qui s'inspire du digital et qu'on a trouvé absolument formidable avec des matériaux innovants, des jeux de reflets qui nous rendent là aussi complètement optimistes sur la continuité de l'importance de la nuance, de la subtilité dans les créations textiles et accessoires. Et puis un autre axe plus concret qu'on va revoir dans la partie couleur tout à l'heure, c'est l'influence de la lumière. Des LED, des proportions inversées, des corps inventés, des imaginaires qui dépassent absolument toutes les limites, en tout cas l'idée de fluidité et de passage entre les couleurs et les reflets, des ombrés virtuoses. C'est vrai qu'au niveau des produits textiles et décors, ces nouveaux éléments digitaux et ces mondes parallèles vont induire, au-delà des formes et des proportions des vêtements, un grand travail de recherche de matériaux et d'aspects avec plusieurs axes. D'abord, la fluidité et la souplesse, avec des mailles complètement coulantes, principalement en viscose éco-responsable ou en soie bio, des mailles qui coulent sur la peau, qui sont fuyantes et qui se parent de reflets parfois un petit peu mordorés ou légèrement changeants pour approcher les variations de lumière. Des draperies doubles, nerveuses, avec des vêtements aux pieds ronds, aux torsions opposées, ou comme ici des superpositions dessinant des ondes qui bougent au moindre mouvement. En tout cas, vraiment l'idée de fluidité modulée aussi bien au masculin qu'au féminin. Et puis aussi des versions plus alanguies, avec des mélanges un petit peu plus casual, à adapter aussi en denim, avec des cotons lyocell ou des cotons viscoses, avec un point fort sur les diagonales et les twills pour accentuer les souplesses consistantes que les confectionneurs vont travailler avec des coupes en biais pour des silhouettes plus amples et plus généreuses. Et puis aussi la fluidité, elle va s'immiscer dans la chemise avec des soies et des cupros nouvelle génération dans les nouvelles donnes des mélanges de matières et des genres
entre le féminin et le masculin. Des tissus qui, dans leur version légère, vont jouer avec l'ampleur des vêtements, mais aussi s'amuser avec les formes. On va trouver beaucoup de plissés, de smocks, de tissus avec des glissières, des vêtements à coulisses pour permettre de transformer ces vêtements à l'envie, quelque part les raccourcir, les déséquilibrer, s'amuser entre la fluidité et les draper aussi au masculin comme on le voit ici. Ensuite, la lumière, elle va venir s'emparer des mailles, des tissages et des accessoires avec des reflets de métal, avec des inductions miroirs sur les jeans et les cotons workwear qui vont venir souligner les irrégularités, comme on le voit ici, les irrégularités des fils pour donner à ces matériaux une force plus sensible. Des métaux qui viennent s'immiscer dans des soieries, s'amuser à dessiner des jacquards cloqués, des illusions, des aléatoires, ou simplement des métalloplastiques recyclés qui viennent se tramer sur des contextures un petit peu lâches pour permettre de se froisser et de laisser vivre le métal comme s'il était fondu, de laisser la place quand on lave les produits. Au niveau des dessins, on va parler des déformations. Après les glitches qu'on a beaucoup travaillé d'une manière classique créée par les logiciels, on va continuer à mélanger les outils du réel et du digital. On va introduire des notions de peinture, de reflet, justement, entre le réel et les lumières fuyantes, pour créer des déformations un petit peu plus consistantes. On va s'éloigner quand même des classiques tie and dye ou des ombrés. On va s'inspirer des néons, de la vitesse, faire comme si on dérapait des dessins, utiliser des traits de lumière comme si c'était des coups de pinceau, soit en all-over, soit en motif placé, des dessins comme si la vision n'avait pas réussi à faire le point. Ou alors créer des animaux imaginaires, faire des camouflages sucrés ou métallisés, des dessins aux influences organiques, un petit peu cellulaires, inspirés des biomimétismes ou des fleurs devenues un peu irréelles, jusqu'à en devenir abstraites, pas tout à fait reconnaissables. Et puis dans les dessins, dans les décors, il y a une autre piste un petit peu plus folle, on va dire, mais qui va être vraiment importante cet été. C'est une sorte de jardin fantastique pour se jeter dans ces mondes parallèles, des juxtapositions oniriques. C'est un travail un petit peu comme un Bruegel contemporain, avec des personnages étranges, ou une atmosphère de jeux vidéo, des inspirations, des échappées belles dans l'imaginaire pour mettre ces décors dans le réel avec la création d'imprimés. Pourquoi pas augmenter avec des broderies, avec des applications 3D sur les dessins, enfin réfléchir à des choses un petit peu hybrides pour ces jeux formidables entre le réel et le digital. Donc voilà pour cette première partie qui était dédiée à l'humain avec ses évolutions, ses quêtes et ses implications mots des produits. On va faire un petit break et prendre un peu de la hauteur pour changer de perspective et puis essayer d'aller voir les axes couleurs principaux à travailler cette saison. La couleur, c'est un outil commercial extraordinaire. On peut rater complètement une collection quand on n'a pas les bonnes couleurs. On peut gagner une collection parce qu'on a fait les bonnes couleurs. Et en fait, de plus en plus, la couleur, elle se lie à la matière et on travaille la matière avec sa couleur. Il y a un lien qui est de plus en plus fort entre les deux. Et la couleur, elle ne masque pas. Si on a un produit qui n'est pas qualitatif, vous mettrez n'importe quelle couleur. Ça ne marchera pas.
Et voilà, on va vous parler un petit peu de ces adéquations aujourd'hui entre la couleur et la matière. Avec une gamme qui est dynamique, qui est articulée en 2 axes et 4 grandes familles avec lesquelles on va construire la saison. D'abord, il y a des demi-tons de matériaux avec des teintes un petit peu pierreuses, terreuses, des teintes odorantes qui sont aussi bien sucrées et salées, mais qui sont très sophistiquées et qui vont être le pivot, la base des colorisations. Après, on a des vifs rabattus, plus subtils, loin des coloris primaires, des coloris de lumière, justement, de fruits, gorgés de soleil, des clairs et des grisés doux, qui oscillent entre le naturel et le synthétique lumineux. Et puis des sombres qui sont très pigmentés, qui sont charnus, qui vont permettre de souligner et faire vivre toutes les silhouettes et les histoires de décor, des plus sages aux plus excessifs. Donc on va commencer avec l'impact de ces demi-tons qui vont articuler le cœur des collections, se positionner en pivot avec un fleur de lin, avec un beige rosé un petit peu comme en fond de teint, un peu vintage. Alors la diffusion vidéo n'est jamais au niveau où on l'attend, hein, bon, voilà. Un kaki vert, un gris parfumé de lavande, et puis un orangé cuit, caramélisé, prêt à jouer les ponts entre toutes les couleurs. Des teintes qui vont nous permettre aussi bien de travailler des soieries très fluides que des draperies légères et des cotons claquants. Des demi-tons qui vont donner une résonance sophistiquée avec les vifs, qui vont se travailler dans la confection avec un travail sur des boutonnières, sur des passepoils, sur des détails, des associations à jouer en mat et brillant pour trouver les bonnes proportions et les associations avec ces éclats. Et aussi des teintes tranquilles qui vont prendre toute leur saveur quand ils sont travaillés avec les neutres clairs, un gris clair froid, un vrai blanc et un écru un petit peu chaud. De ces demi-tons vient s'inscrire une grande histoire de nuances. Après plusieurs saisons de surcharge de couleurs, où il y a eu beaucoup de vifs, de couleurs fortes qui sont venues égayer les garde-robes, et c'était formidable. Cet été, on va quand même un petit peu calmer le jeu. On va travailler des couleurs avec des passages doux, des ombrés, des pointillés, travailler la couleur avec des couches transparentes, avec un premier axe sur des bicouleurs qui sont faussement simples, des teintes qui sont presque pareilles, une histoire de faux jumeaux extrêmement subtils, aussi bien dans les rayures et les carreaux que dans les silhouettes, des nuances qui s'expriment avec des associations de matière et des jeux d'aspect, des liaisons avec des produits lisses et rugueux par exemple, des camaïeux de matière, pour travailler des silhouettes extrêmement riches en teintes, mais sans heurts, ici en valeur chaude et florale, ou fraîche, naturelle et artificielle en même temps. Des nuances qui se jouent dans leur version claire avec l'importance du blanc, un blanc clinquant qui révèle la beauté des matières, là justement avoir des cotons parfaits, des soies pimpantes, des synthétiques recyclés au blanc rafraîchissant. C'est vrai qu'on aimerait bien que le blanc, comme en architecture, prenne cette chose formidable de rafraîchissant. En architecture, on voit qu'il y a dans les pays chauds, on peint en blanc tous les toits, etc., et que ça a une vraie fonction éco-responsable. Ensuite, on va vous parler des bleus, les bleus du ciel, comme les bleus des jeans, évidemment, le jeanswear, avec un parti pris fort sur le denim cet été, et sur les associations avec les bleus qui sont vivants, qui sont évolutifs, des esprits d'indigo chaud, un petit peu turquoise, qui s'additionnent avec un travail sur des inductions placées, des ponçages partiels, des jeux
de rayures en creux, pourquoi pas dans les versions les plus fines. Un travail sur des indigos et des irrégularités sophistiquées. Travailler l'indigo déjà avec des fils chinés, pourquoi pas, pour éviter des délavages trop violents par exemple. Mélanger les teintes avant filature et là aussi réfléchir aux propositions de blanc dans les compositions, toujours dans l'idée d'utiliser le moins d'eau possible quand même. Et puis dans les bleus, subtils et grandioses, avec un grand point fort sur les associations avec les jaunes. Donc c'est un peu comme le sac de l'association et la moquette. Hein, je vois le jaune, je vois la moquette, c'est un petit peu ça, avec des passages extrêmement lents entre les couleurs, entre les bleus et les jaunes, par exemple. Les bleus qui sont un pont naturel et qui vont bien sûr raconter toutes ces histoires extrêmement importantes sur les abysses, sur la profondeur des bleus, que ce soit en aspect avec des choses gélifiées, des aspects mouillés, des dessins ondoyants, des teintes très profondes. C'est vrai que les abysses aujourd'hui, ça interroge beaucoup. Aujourd'hui, on va en vacances sur la Lune. La découverte, quels sont les endroits qui ne sont pas travaillés, qui ne sont pas découverts? Il nous reste les fonds sous-marins et ça induit des imaginaires extrêmement importants. Donc il y a l'idée dans les recherches sur la bioluminescence, par exemple, qui sont importantes. En tout cas, chercher des dessins et des endroits non explorés. En tout cas, des profondeurs et des teintes sombres qui vont nous permettre de travailler des contrastes avec les lumineux, des jaunes et des orangés avec des tonalités travaillées pour venir faire un petit peu grincer les rayures des chemises, des survestes, et puis les lumières qui nous amènent bien sûr au métallique, dont nous avons parlé dans les tissus. Et cette saison, on veut tout par rapport au métallique. On veut l'or et l'argent. On veut les travailler dans des beaux lins, on veut les travailler en patch, en rétroviseur sur les vêtements, des lumières avec des vrais dorés à insérer dans des rayures trames, dans les draperies, dans des inductions, dans des broderies placées ou dans leur version argent et acier, avec des traitements de sablage, des semi-mat, des ponçages subtils. Et puis dernier axe important qui est plus de la continuité, on va dire, c'est de la continuité de l'hiver. C'est un travail sur les monochromes et sur les silhouettes qui devrait quand même dans la distribution se perdurer sur cette saison. On pense en particulier sur les tailleurs en couleur, le maquillage qui reste haut en couleur, les cheveux qui s'emparent avec... C'est tellement sympathique, les gens avec des cheveux de toutes les couleurs, c'est tellement bien, il y a des arcs-en-ciel, il y a une créativité folle. Peut-être que ces couleurs vont continuer à se travailler avec un côté un peu pop, un peu plus rigolo. C'est pas de la prospective, mais c'est à continuer à faire en ce moment sur du tailoring, mais aussi sur un côté streetwear avec des hoodies, des joggings très confortables, en total look, des pieds à la tête, avec les chaussures, les sacs, les boucles d'oreilles, etc. En uni ou à travailler avec des dessins simples, des poids, des grosses rayures. C'est un côté vraiment pop, beaucoup plus rigolo. Voilà pour cette partie couleur. Pardon. Et donc, maintenant, on va essayer de se projeter un petit peu plus loin, de se projeter sur des lendemains qu'on aimerait très constructifs et faire un point sur les innovations qui sont, ça bouillonne en tout cas, avec lesquelles on a la chance de pouvoir imaginer l'avenir aujourd'hui, voir comment, avec les problématiques actuelles, comment s'engager dans un avenir proche et impactant pour nos pratiques industrielles
et personnelle, évidemment. Avec dans les axes qui sont fondamentaux et optimistes, la richesse bouillonnante de l'innovation et des nouvelles matières. Aujourd'hui, c'est vrai que les scientifiques ils travaillent sur les matières. Et ça, il y a longtemps que c'est pas arrivé. On a des pistes qui se dessinent avec un vrai enthousiasme, les innovations parmi lesquelles on aimerait partager nos convictions, en tout cas sont les recherches sur les biosourcés synthétiques par exemple, avec des initiatives qui sont de plus en plus concrètes. Si on regarde les ressources naturelles et régénératives comme les algues par exemple, on imagine vraiment des potentiels intéressants aujourd'hui. En Atlantique, il y a des fermes qui sont en train sur la mer Atlantique, il y a des fermes qui sont en train d'être organisées pour produire des algues, justement, pour pouvoir créer des matériaux. En tout cas, ça laisse le champ assez fort sur l'optimisme pour pouvoir créer des matières réelles industrielles. C'est des sources d'inspiration pour créer des aspects translucides aussi, toute l'idée des touchés mouillés sur les fluides, les couleurs des abysses qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on vous montre un travail exceptionnel d'interprétation justement de ces algues et des aspects avec la création de ce robot robe basé sur le principe du biomimétisme qui donne corps à un vêtement et qui vient aider au développement moteur d'une handicapée. C'est un travail exceptionnel. La biofabrication, qui est en tout cas un sujet mondial extrêmement sérieux. Comment cultiver la bonne matière? Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu d'avenir et de business incroyable. On aime bien sûr citer l'exemple de Spider, issu du principe de reproduction, du principe génétique du fil d'araignée. Aujourd'hui, ces recherches, elles sont très très innovantes et c'est bientôt au stade de production. On sait qu'ils sont en train d'imaginer de construire des usines un peu dans le monde entier. C'est une recherche concrète qui donne envie de créer de nouvelles fonctions et de nouvelles opportunités de création s'inscrivent dans une dynamique positive et pas uniquement privée. Voilà, super. Merci beaucoup, monsieur le technicien. Désolée. Donc, je vous parlais de Spider, donc, qui est cette étude, cette entreprise qui travaille à partir de l'ADN de l'araignée et qui parvient à faire un fil, alors qui n'est pas encore industriel, mais qui est en train d'arriver sur le marché. Et c'est vrai que toutes ces recherches scientifiques sont aujourd'hui extrêmement intéressantes. Et quand on voit, peut-être que la pandémie, ça va nous permettre aussi de créer, peut-être que les scientifiques, ce qu'ils ont réussi à trouver avec l'ARN messager, peut-être que cette nouvelle technologie va peut-être parvenir à créer des nouvelles fibres, des choses qui vont nous permettre de vivre autrement demain. En tout cas, il y a une importance et un optimisme par rapport aux scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a quelques années. Parce que quand même,
dans les thématiques urgentes, aujourd'hui, il faut quand même qu'on s'occupe des déchets. Comment on va gérer ça au niveau mondial? On a des poubelles de plastique qui sont tellement gigantesques dans les océans, bien sûr. Et en textile, on a des initiatives très bien qui sont en train de... En Méditerranée, le Sicelle, etc. Enfin, il y a des récoltes, des choses qui sont très positives là-dessus. Mais à ce jour, on a envie de vous parler des perspectives incroyables, des évolutions de transformation du carbone, par exemple. Vous avez vu qu'en Islande, ils installent des récupérateurs afin de pouvoir produire de nouveaux matériaux, produire des matériaux renouvelables à partir du carbone. En tout cas, on espère qu'ils parviendront à faire des matériaux souples avec ça, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en produire du carbone. Ça va être quelque chose à récupérer qui va être très importante. On va vous parler des évolutions du recyclage avec ces nouveaux process, et ici en Turquie vous êtes très dynamique par rapport à ça et on est super content quand on voit qu'on arrive à recycler du coton polyester par exemple. Ça ouvre des perspectives positives parce que la quantité produite elle est tellement énorme en coton polyester dans l'habillement mais aussi dans l'ameublement. On se dit qu'on est à un tournant positif de toutes ces nombreuses recherches, ces innovations, grâce à des partenariats, des ressources, des intelligences collectives qui se mettent en place au niveau mondial et en Europe. Et là aussi, il y a un lien, il y a un passage, ça sort du laboratoire, c'est des choses qui deviennent réelles. En produit de recyclage, ça ouvre des pistes sur le tout mélangé, les additions de couleurs, où chacune reste visible pour des tweeds d'été, par exemple, des mailles ou des décors en volume. Il y a un autre axe qui est important aujourd'hui, c'est s'occuper quand même du présent, améliorer l'industrie existante, des pistes qui s'ouvrent sur l'ennoblissement de la couleur, la dépollution des eaux, les initiatives avec les teintures naturelles aujourd'hui, ça s'améliore. Il y a des pistes qui deviennent intéressantes à suivre et qui nous aident en tout cas à mettre beaucoup d'énergie dans ces pratiques de clarification au quotidien. C'est vrai que d'une manière globale, on a un vrai boulot. On a un vrai boulot sur la communication des pratiques respectueuses. Il faut vraiment peut-être aujourd'hui élever la transparence avec des axes quand même sans concession. Un acte, je ne sais pas, c'est être un petit peu plus activiste pour accélérer les réponses industrielles éco-responsables aujourd'hui. Il y a quelques pistes prioritaires dans la circularité, l'éco-conception, qui sont des indispensables aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut plus dire qu'on va créer des produits, c'est plus imaginable de se dire qu'on va faire du mal à la planète, qu'on va faire du mal aux humains. Aujourd'hui, c'est en dehors du monde, quoi. On va réfléchir peut-être à faire des produits moins complexes, peut-être moins de mélange quand même, ou alors en ayant des vrais arguments. Pourquoi on mélange des choses? C'est parce que ça apporte des fonctions. Mais c'est pas juste pour mélanger parce que ça coûte moins cher. Ça, quelque part, on ne peut plus faire, quoi. Enfin, il faut réfléchir à tout ce cycle de vie, de recyclage, de biodégradabilité qui sont un enjeu fondamental par rapport au présent de nos enfants. Et je pense il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Il n'y a pas une seule solution, il y a plein de solutions. Et dans les solutions, il y a la compréhension des produits, la compréhension des process, comment rendre accessible, comment rendre compréhensibles nos initiatives auprès du grand public, comment on peut proposer des solutions claires. Aujourd'hui, les mouvements anti-greenwashing, ils sont extrêmement importants, ils sont extrêmement forts. Et c'est vrai qu'on doit trouver une bonne manière de communiquer.
On voit d'ailleurs que les législations, elles avancent aussi. Le mot biodégradabilité, par exemple, va être interdite par le GIEC l'année prochaine. Ça, c'est des décisions qui sont très fortes, très importantes, et qui vont permettre de ne plus dire n'importe quoi, au moins à ce niveau-là. Donc c'est déjà une étape. Donc on a besoin, c'est vrai qu'on a besoin de mieux, on n'a pas besoin de plus. Donc on va peut-être faire un peu moins. En tout cas, on aimerait bien choisir tous ensemble ces batailles, ces forces. Ça veut dire de mettre en valeur vos savoir-faire, et vous en avez des exceptionnels ici. Ça implique un travail de réflexion, un travail d'écoute entre les entreprises, et c'est vrai que ça implique une cartographie un peu plus fine des offres produits, bien regarder d'où on part, où on veut aller, c'est quoi les objectifs. Ça, je pense que c'est un travail qui est vraiment très intéressant à faire ensemble. Et c'est des lectures qui sont souvent très positives et qui vont beaucoup plus vite à plusieurs que tout seul. Mais dans cette idée de transparence, bien sûr, et en ton facile, en premier degré, il y a les tissus transparents, il y a les fils transparents, il y a des produits sans poids, des jacquards avec des fils flottés, des vêtements avec des tranches transparentes, des fils transparents, des doubles tissus aériens qui viennent couvrir les corps avec délicatesse, un travail de couleur aussi, des rayures, des carreaux, des dessins qui se composent et se décomposent au gré des mouvements, des dentelles translucides, une inspiration pour travailler des dessins de plancton, des bestioles qui sont translucides en fait juste avant qu'on les cuise. Elles sont en général très très bonnes, mais elles sont très inspirantes au niveau des dessins et de la délicatesse de leur surface. En volume, en mini ou en volume bien sûr, avec des gaufrages, des rétractions placées qui viennent enrichir les silhouettes de suggestions tout à fait ravissantes. Et puis une transparence, une légèreté qui s'impose, comme on le disait dans nos communications et nos impacts environnementaux. Aujourd'hui, il faut être le plus léger possible, le plus durable possible, mais c'est vrai qu'on ne peut plus tricher. L'industrie textile, elle a une vraie responsabilité forte. On est tous prêts à l'assumer, je crois, prêts à se battre pour le bien-être futur et le respect par rapport à la qualité de vos métiers qui est absolument formidable. Donc en point fort, les fluides, bien sûr, les fluides vont s'imposer dans leur beauté, leur sensualité et leur manière de réfléchir. Les naturels visibles, et en particulier le lin. Les matelassés d'été, les structurés, les gonflés transparents. Et puis en décor, des drôles de décors, l'influence du digital, bien sûr, les jardins d'Éden. Et puis la fantaisie qui est globale, qui est partout, avec des multiples destinations, au féminin, au masculin, au casual, dans le sport. Il y a vraiment le besoin de fantaisie de partout. Et puis la brillance forte, les gélifiés, les métalliques ou les simplement poncés. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci pour toute l'organisation, merci pour cette invitation, merci à Sally, Wilson, toute l'équipe. Je suis là pour répondre à vos questions en vrai ou après. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Non? Des questions?
Eh ben, écoutez, je suis à votre disposition. Merci beaucoup et très bonne collection. Et encore merci d'avoir été là. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Thank you for a wonderful seminar here. Evet, soru da olmadığına göre aslında bayağı bir bilgiye kavuşmuş olduk. Bazıları bildiğimiz, tahmin ettiğimiz, bazıları da heyecanla beklediğimiz şeyler olacak. Tabii pandemi dönemi gerçekten dijitalliğin çok öne çıktığı ve biraz da bardağın dolu tarafına bakmak lazım aslında. Pandeminin bize kazandırdığı en büyük şey dijitallikteki bu ivme. Bu işi erteleyen firmaların bile bu dönemde ihtiyaçtan dolayı dijitalleşmede ne kadar yol kat ettiğini gördük. Bu bizim hayatımızda devam edecek bir konu olacak. Zaten burada Pascal'in de söyledi. İkinci en büyük konulardan biri tabii ki sürdürülebilirlik. Ona her zaman vurgu yapıyorduk ama pandemi dönemi bizim gerçekten bu dünyada yaşamaya devam etmemiz için kaynakları çok iyi kullanmamız gerektiğini öğretti. Beni heyecanlandıran yeni lifler, 1940'lardan beri yeni lifler hayatımızda değil. Ama bunları da görecek olma ihtimali bile bence çok hoş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği adına birlikte projeler yapmaya devam ediyoruz İstanbul'da. Fuarlarımız başladı. Dijitalleşmeden bahsediyoruz tabii ki ama bizim dokunmaya hala ihtiyacımız var. O yüzden fiziksel fuarlarımızı yapmaya başladık. Çok özlemişiz yüz yüze iş yapmayı. Onu görüyoruz açıkçası. Amerika'da yaptık, Fransa'da, Şubat'ta tekrar devam edecek, Almanya'da. Fuarlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ben fuarlarda açıkçası daha fazla hibritlik bekliyordum. Hem dijital hem fiziksel unsurların olduğu fuarlar bekliyordum ama o konuda tekstilde çok büyük bir gelişme olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Ben böyle elime mikrofonu alınca çok uzatırım normalde. Baştan öyle yapmak istemedim. Hemen Pascal'ini dinleyelim diye. Pascal'ini de burada dikmiş oluyorum ben böyle konuşmaya devam ederek. Ama benim sizden bir küçük ricam olabilir. Harika bir topluluk bence burada. Pozitif ayrımcılık yapıp duruyorsun diyorlar. Evet yapıyorum. Kadınların bu kadar fazla olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. En azından bizim sektörümüz için. Ben hep birlikte maskelerimizle çok sosyal mesafe olması mümkün değil. Pascal'inle, sevgili Atıl'a da teşekkür ediyorum. Bugün yalnız bırakmadı, o da geldi yanımızda. Hep birlikte bir resim çekmek arzu ederim. Eğer uygun olan arkadaşlarım varsa. Çok teşekkürler tekrar. Yakında görüşmek üzere.